enregistrement. Et voilà, c'est parti. Commençons donc par la culture. Eh bien, on va voir un peu, il y a quelque chose de particulier avec cette notion de la culture. Excusez-moi, je vais juste épingler mon vidéo à moi, et voilà. Donc, il y a quelque chose de particulier avec cette notion de culture, c'est que spontanément, on pense plus souvent à la partie immergée de l'iceberg. Quand on pense culture, souvent on pense, par exemple, les vêtements, les drapeaux, les festivals. Hein. Souvent, on a cette image-là que la culture se résume à la production artistique. Hein, c'est souvent de cette manière-là que c'est présenté. La nourriture, la musique, hein, c'est un peu ce dont on a spontanément l'impression lorsqu'on parle de culture. Mais on va voir aujourd'hui que cette notion de culture-là, elle est beaucoup plus profonde dans la partie immergée, hein, c'est-à-dire en dessous de l'eau de l'iceberg. Eh bien, c'est ce à quoi on ne pense pas spontanément lorsqu'on parle de culture, hein, ou lorsqu'on pense à culture. Pourquoi? On va voir dans la deuxième partie du cours. Eh bien, c'est qu'on est tellement bien socialisé, on a tellement été bien éduqué à quelque part dans notre enfance qu'on ne remet pas nécessairement ces éléments-là en question. On finit même à penser que je suis né comme ça, hein, c'est un élément de nature. Dans les faits, on voit qu'essentiellement, les éléments que l'on apprend à notre entourage, je vais recommencer. C'est-à-dire que à notre naissance, vous le savez sûrement déjà, un bébé, ça ne sait pas nécessairement grand-chose. Hein, s'il y a un gros travail d'apprentissage à ces enfants-là, eh bien, avec le temps, une fois devenus adultes, ils l'ont tellement bien intériorisé qu'ils sont particulièrement persuadés que ça va de soi. Hein, on ne remet pas ça en question. On n'a pas l'impression que c'est surajouté à nous. Hein. Nous sommes, si on veut, absolument porteurs d'une culture. Mais on va voir aujourd'hui que c'est un peu plus complexe que ça. On intériorise ces éléments-là, ils ne vont pas nécessairement de soi. Hein. Il y a je fais déjà un aparté, puis ça fait 2 minutes que le cours est commencé, mais il y avait déjà des cas qui sont assez intéressants où il y a eu des jumeaux séparés à la naissance. Hein, ça arrive, ces choses-là. Hein. Eh bien, une fois devenus adultes, on se rend compte que ces individus-là sont complètement différents. Hein. Ils ont été élevés dans 2 familles différentes, parfois même dans 2 pays complètement différents. Mais on voit que le résultat final, hein, donc, c'est 2 individus qui ont intériorisé par la socialisation une culture complètement différente. Et c'est un peu ce à quoi on va s'intéresser dans la première partie du cours. Qu'est-ce que la fameuse culture? Donc, cette culture-là, hein, donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut voir à l'intérieur. Il y a les connaissances scientifiques hein, que vous intériorisez, notamment par l'entremise de votre cours technique d'éducation spécialisée. Hein. Vous avez appris un ensemble de techniques d'intervention. Donc, ce n'est pas des éléments nécessairement que vous connaissiez avant même de les apprendre. Production culturelle, ça va de soi. Hein? Les valeurs, les normes, hein? C'est qu'est-ce qui est valorisé dans une société? Quelles sont les règles de conduite dans les sociétés également? Les activités sportives, hein? Par exemple, moi, je joue au hockey. C'est simplement parce que mes parents m'ont mis des patins dans les pieds quand j'avais 3 ans. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'est objectivement le meilleur sport, mais dans les faits, c'est simplement que c'est juste ce à quoi j'ai été mis en lien lorsque j'étais petit. Donc, les activités sportives, le langage corporel, notre façon de s'exprimer, de bouger, par exemple, hein, va varier énormément d'une culture à l'autre, et même entre les hommes et les femmes. Mini détail, encore une fois ici, bien, chez les femmes, on insiste davantage à ce qu'elles occupent moins l'espace. Avez-vous déjà, j'imagine, fréquenté le métro? Hein? Eh bien, c'est assez flagrant, hein? Si on veut. Là, vous ne pouvez pas me voir parce que je ne suis pas. Je vais essayer quand même de le faire là, à distance. Je vais donc baisser ici. Donc, absolument, quand c'est les femmes, donc on occupe moins l'espace, hein? On a moins tendance à s'étendre dans l'espace. Puis quand on a des gars, on a tendance à s'effoirer. Hein? Mais même cette manière-là hein, d'occuper l'espace, eh bien, va varier, encore une fois, au point de vue culturel, entre les cultures, mais également entre les hommes et les femmes. Ce sont des choses que l'on apprend. Hein? Donc, encore une fois, petit exemple ici d'éléments de culture. Également, la représentation du temps. Hein? Si vous connaissez des amis qui viennent de diverses origines culturelles, bien, par exemple, on n'est pas en retard à partir du même nombre de minutes. Hein? Ici, si on veut, au Québec, on est en retard après, corrigez-moi si je me trompe, mais à peu près, disons, 15-20 minutes, on commence à être considéré
un petit peu en retard, mais si vous avez des amis qui viennent d'Allemagne, par exemple, bien, ça commence à être autour de 5 minutes. Hein? L'idée de, si on veut, la ponctualité allemande, c'est un peu en partie un mythe qui est exagéré, mais quand même, on voit que cette différence-là du rapport au temps va varier, encore une fois, énormément. Le rapport à l'espace, on va l'aborder un peu plus tard dans le cours, hein, qui font encore partie de ces éléments culturels-là. Également, la représentation des genres. C'est quoi être un homme? C'est quoi être une femme? Ça varie d'une société à l'autre. Hein, on a des sociétés où, par exemple, ben, les hommes n'ont peu ou pas de rôle social ou politique. Hein, c'est des choses qui, pour nous, peuvent nous paraître absolument étonnantes. Donc, on a un ensemble d'éléments, si on veut, qu'on va intérioriser par l'entremise de la socialisation. J'aimerais vous présenter les principaux aujourd'hui. Hein, on va avoir à peu près 7 éléments qui sont propres à la culture. Mais commençons par une définition un peu canonique. Qu'est-ce que la culture? Eh bien, c'est un ensemble lié, c'est un pain, hein, c'est tout ensemble, ces éléments-là, un ensemble lié de manières de penser, hein, de voir le monde, de réfléchir le monde, donc un ensemble lié de manières de penser, d'agir et de ressentir, qui, parce qu'on les apprend puis qu'on les partage, ces mêmes références-là, à l'intérieur d'un groupe, ça va servir à ce groupe-là à se définir des autres, hein, de manière objective. Déjà, je ne parle objectivement pas la même langue, mais également au point de vue symbolique. On va aborder davantage cet élément-là au prochain cours, c'est-à-dire qu'elles finissent par tracer une frontière, le nous et le eux. Hein. Donc, on a un ensemble de liés de manières de penser, d'agir et de ressentir qui sont apprises par les individus, qui sont partagées par un groupe d'individus et qui finissent par distinguer les groupes les uns des autres. Hein, vous avez sûrement tous déjà été en voyage dans le Sud. Est-ce que vous avez déjà remarqué que, par exemple, tous les Québécois ont tendance à se mettre ensemble, tous les Français ont tendance à se mettre ensemble, tous les anglophones ont tendance à se mettre ensemble? Bien, c'est un peu cet élément-là. Hein, c'est comme si ça allait de soi. Bien, ça fait partie du monde, je suis dans la même gang qu'eux autres. Bien, c'est cette notion-là de frontière qu'on va aborder davantage au prochain cours, parce qu'on partage la même culture, qu'on a appris les éléments de la même culture relativement comparables. Eh bien, on a tendance à dire, moi, je fais partie des Québécois, ou moi, des Montréalais, ou moi, des gars, ou moi, des filles. On va voir que, bien, finalement, on est un peu de tout ça et que je me distingue des autres individus qui appartiennent à d'autres groupes. Hein? Donc, on a cet élément de culture. On retient essentiellement tout ce qui est appris, tout ce qui est partagé à l'intérieur d'un groupe, hein, qui ne vient pas de la nature. Hein? On avait déjà un peu évoqué au dernier cours, bien, si manger, c'est un besoin naturel, hein, on avait déjà un peu parlé avec vous, hein, si manger, c'est un besoin naturel, mais le quoi manger et le comment manger, c'est essentiellement culturel. Je l'ai évoqué avec vous, hein, je donne un peu trop de cours, mais ça qu'on avait parlé de ça. Hein, juste pour être de mémoire, je ne veux pas me répéter, là, ça peut être un peu embêtant, mais on a un peu ce truc-là. Hein, ça veut dire qu'on a des éléments qui sont naturels, ça va de soi, mais tous les éléments culturels, on les apprend, on les partage à l'intérieur d'un groupe et ça nous distingue entre les différents groupes que l'on peut côtoyer. Retournons à notre jolie petite diapo. La culture, elle n'est pas figée. Hein? On a un peu l'impression des fois que ben, c'est comme ça, c'est une chape de plomb, ça demeure toujours pareil. La culture va toujours évoluer avec le temps, hein? Particulièrement pour ce qui a lieu avec ce qui a lien avec les rites et les traditions. On va y aborder un peu plus tard. On voit également qu'elle ben, n'est pas figée. Hein? Les groupes ne vivent pas en vase clos. Les groupes ont des liens entre eux. Hein? Ça veut dire que, par exemple, ben, si je prends le Québec, ben, on a eu beaucoup de liens, par exemple, avec les communautés anglophones. Hein? D'Angleterre, d'Écosse ou d'Irlande, il y a eu beaucoup de mélanges culturels, également avec les populations autochtones. Donc, beaucoup de mélanges de cultures. Hein? C'est-à-dire que, ben, finalement, on se rend compte qu'on est beaucoup plus à nord-américain que français, même si on partage la langue française entre la France et le Québec. On va voir un peu plus tard également que ben, la culture, elle ne s'impose pas de manière uniforme. Hein, il y a une culture québécoise en général, si on veut, mais ce n'est pas tout le monde qui va intérioriser la culture de la même manière. Ça varie beaucoup selon les milieux sociaux que l'on va fréquenter. Et également, on va voir un peu plus tard hein, que, surtout au prochain cours, la notion d'habitus culturel, hein, c'est-à-dire que c'est la culture particulière qu'un individu va intérioriser. On va en rediscuter dans quelques temps. Donc, on retient, c'est un ensemble lié de manières de penser, de voir le monde, si on veut, d'agir au quotidien,
de ressentir les émotions, les événements. Hein. Par exemple, on apprend culturellement à comment vivre un décès, une peine amoureuse, une perte d'emploi. Ce sont tous des éléments qui sont essentiellement culturels. Hein. Dans d'autres, ça varie beaucoup d'une société et d'une culture à l'autre. La culture n'est pas figée. On l'intériorise, évidemment, mais pas toutes de la même manière. Ça dépend de nos milieux sociaux. Hein. Donc, on va revenir un peu plus tard sur la notion d'habitus culturel. Donc, j'aimerais présenter juste quelques éléments pour commencer. Commençons par les symboles et le langage. Les symboles, c'est quoi? Une définition un peu, encore une fois, officielle. C'est les objets, des images, des mots qui représentent quelque chose d'autre par association. Spontanément, on pense aux objets images, on pense tout de suite au drapeau, au logo. Hein? Déjà, ça nous fait penser un peu à quelque chose. Si je vous mets un signe, on a tout appris très, très tôt dans notre vie à reconnaître les logos de compagnie, par exemple. Hein? Je vais juste mettre un petit signe, par exemple, un petit triangle rouge avec une petite fleur du Canada verte. Vous pensez Canadian Tire. Mais c'est un peu cette idée-là. Ça veut dire que c'est un symbole. Dans le fond, je vous mets une image qui vous fait réussir à faire penser à quelque chose d'autre. La même chose avec les signes religieux, par exemple. Hein, si je vous mets une croix comme ça, à quoi vous pensez? Vous pensez au catholicisme, par exemple. Hein? Donc, c'est un peu, on a cette image-là des symboles. Si on veut, c'est des objets, des images qui nous font penser à quelque chose d'autre. Si je vous dis une colombe blanche, à quoi vous pensez? Si vous pensez à l'ange de la mort, vous avez un sérieux problème de socialisation. Habituellement, c'est le symbole associé à la paix, par exemple. Mais pourquoi est-ce qu'un oiseau blanc est associé à la paix entre les peuples? Ce n'est pas naturel. Vous voyez un peu, c'est l'idée justement de la culture. On intériorise ces éléments-là. Donc, on peut penser justement au langage, excusez-moi, bon, j'ai dit un peu les drapeaux, les logos, les signes religieux, mais il y en a quand même qui sont relativement rigolos, auxquels on ne pense pas spontanément. Je vais juste vous repartager l'écran. Par exemple, vous avez déjà tous visité certains locaux, hein, certains bureaux. Eh bien, on a ici, je vous demanderais spontanément, si vous le regardez, quel est le bureau du propriétaire ou du patron et de l'adjointe administrative? Vous vous en doutez sûrement spontanément très, très bien. Celui qui est, si on veut, avec la bibliothèque, avec les divans en cuir, le petit jeu d'échecs hein, qui fait appel à « Oh, l'idée doit être intelligent s'il joue aux échecs sur la qualité des boiseries et tout ça. On a un peu l'idée que ça projette une image, si on veut, hein, de statut social. On va revenir un peu sur ce terme-là, statut social, dans quelques instants. De l'autre côté, vous voyez en bas le bureau qui a le minimum. Hein, ça veut dire qu'il y a juste disons, une surface pour travailler, un ordinateur et une petite plante triste là, dans le coin. Je n'avais pas vu, être un petit peu tristounette. Eh bien, c'est un peu l'idée que nos locaux, nos bureaux, même les objets envoient des messages. C'est pour ça que j'imagine plusieurs de vos professeurs ont une jolie petite bibliothèque à l'arrière. Hein, pourquoi? Mais le fait d'avoir des livres et tout ça, c'est associé à une forme de « Ah, tu ne dois pas être idiot, c'est une bibliothèque, hein, tu les as sûrement toutes lues. Sont toutes en carton. Mes livres, il n'y a rien d'absolument de vrai à l'intérieur. » Bon, c'est une blague, je peux vous en montrer un. Moi, j'aime mieux pas parce qu'ils sont en carton. Donc, on a un peu cette idée-là. Ça veut dire que même hein, les lieux concrets, hein, les bureaux et tout ça, c'est également un élément de culture auquel on associe du prestige ou non, par exemple. Hein. Sûrement, certains d'entre vous ont déjà été à la banque. Bien, vous voyez que plus vous allez loin dans, si on veut, dans la hiérarchie de la banque, plus les bureaux sont particulièrement jolis et bien équipés et tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'on met des beaux petits bureaux en bois avec du cuir et tout ça? Mais ça envoie également un message. Tu n'es pas n'importe où, tu es dans un lieu particulier, hein, ici associé à la hiérarchie à l'intérieur de l'entreprise. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà occupé des emplois de bureau, mais c'est un peu la même chose. Hein, les emplois de bureau, on a le fait d'avoir une fenêtre comme signe de distinction sociale. Hein, ça veut dire que c'est assez rigolo, nous, les professeurs. Tous les nouveaux ont des bureaux pas de fenêtres et tous les anciens ont des fenêtres. Évidemment, c'est bien d'avoir des fenêtres et tout ça, mais c'est aussi un symbole associé au prestige. J'ai une fenêtre, je ne suis pas n'importe quel employé. Hein. Si vous prenez un peu dans vos locaux et tout ça, bien, vous allez voir que, oh, tabarouette, il me semble que le prof qui a l'air d'être un nouveau prof, il n'y a pas un bureau incroyable avec une belle vue sur
Ben là, à Saint-Hyacinthe, il n'y a pas de centre-ville qu'on voit là, de nos bureaux, là, une belle vue sur du gazon. Voilà. Hein? Donc, un petit bureau un peu tristounet hein, qui ressemble davantage à un placard à balai. Hein? Ben, on a un peu ce truc-là. C'est un exemple de symbole, hein, mais qui, justement, vous donne un message à quelque part par rapport à la personne qui l'occupe. Est-ce qu'on est né en sachant que si je prends un animal, j'enlève sa peau, ouais, mettons après l'avoir tué, idéalement, j'enlève sa peau, je vais la tanner, je vais mettre ça sur des meubles, ceci égale prestige social? Ça n'a absolument aucun sens si on n'a pas été socialisé à apprendre ces choses-là. J'avais également la même chose par rapport aux vêtements, par exemple. Je vais vous partager ça ici. J'avais un autre beau petit exemple par rapport aux vêtements. Hein. Ici, ben, je vous ai mis 3 petites images. Commençons à celle à la droite de votre image. Qu'est-ce que vous voyez? Mais dans le fond, je pourrais même vous demander complètement. Vous avez vu quelque chose assez rapidement. À quoi vous avez associé ces images-là? Ben, j'imagine de toute vie, ben, c'est un enterrement. Mais pourquoi? Ben, les gens sont habillés en noir. Okay, mais pourquoi le noir est associé au deuil? C'est assez étonnant, encore une fois, l'élément profondément culturel. Pourquoi le fait d'avoir des fleurs? Hein? Est-ce que, mettons, à la Saint-Valentin, vous enverrez chez votre copain ou votre copine une jolie couronne mortuaire? C'est assez mal vu quand même. Je vous conseille le bouquet de roses, c'est davantage valorisé. Encore une fois, cet élément-là, hein, on a des éléments qui sont profondément culturels, qui veulent dire quelque chose pour ceux qui partagent cette culture-là. Hein. Encore une fois, je vous déconseille fortement de vous présenter à des funérailles habillés avec votre robe de mariée. C'est à éviter, évidemment. Ça va causer un immense malaise pour ceux qui sont présents dans la place. J'avais deuxième petite image ici, image de prisonnier et de gardien. Encore une fois, ici, j'ai des vêtements comme symbole hein, qui donnent un message. Ça donne qui est qui exactement dans le groupe social. Vous le savez que celui qui est habillé en bleu et qui a des objets particuliers est un gardien de prison et les 2 autres sont des détenus. On doit savoir, on doit apprendre ces fameux messages-là. Hein. Donc, on sait également que dans ce cas-ci, j'ai 2 habits. Je postule qu'ils n'ont pas soit la même place dans la prison ou tout simplement qu'ils sont dans 2 ailes différentes ou même qu'ils seraient 2 détenus appartenant à 2 programmes complètement différents. Hein. L'image du centre étant évidemment prise de l'excellente série Orange is the New Black. Et ensuite, la dernière image que vous avez, il y a quelque chose qu'on pourrait nommer un peu rapidement, j'en conviens, d'un hipster. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a même les cheveux et la barbe comme signe distinctif d'appartenance à un groupe social. On le reconnaît directement, cet individu-là, avec sa chemise blanche avec les manches assez courtes, la petite cravate, les bretelles, les tatous et la belle, jolie petite montre. Mais c'est encore un peu l'idée. Quand on s'habille au quotidien, hein, ben, on est également porteur de la culture. Dans ce cas-ci, des vêtements qui sont utilisés pour dire ben, tous ceux de ma gang vont t'habiller à peu près pareil, puis je peux reconnaître ceux qui sont dans mon groupe et ceux qui ne sont pas dans mon groupe. Moi, j'étais plus jeune, quand j'ai déjà été plus jeune, hein, vous avez peut-être pas mal mon âge, là, mais ça fait la fois d'ailleurs, hein, on va pouvoir partager sur les modes vestimentaires de quand on était jeune. J'ai 35 ans, donc pour ceux, ils vont pouvoir à peu près gager par rapport à moi, là, voilà. Mais moi, c'était pas compliqué quand j'étais jeune. Il y avait des prep, il y avait des fresh, il y avait des punks, il y avait des métalleux, il y avait des skaters, il y avait des rappers. Donc, tous les différents groupes avaient un style vestimentaire particulier. Ils partageaient tous à peu près le même type de vêtements. Ils se reconnaissaient facilement comme membres d'un groupe en fonction de leurs vêtements, de leur expression également et même de leur langage, leur corporel, leur langage donc corporel. Tous des éléments qui sont uniquement des symboles que l'on utilise. Autre élément également, ben, le langage, bon, je l'ai quand même déjà un peu évoqué. On a ce langage-là, hein, le langage qu'on utilise. Les mots ne sont pas neutres. Les mots ont une signification, ça va de soi, mais également une connotation. Hein? Si on veut, je peux utiliser des mots pour différencier le réel, les hommes et les femmes. Déjà, j'amène une distinction entre 2 groupes d'individus, les jeunes, les vieux, par exemple. Mais également, il y a du langage qui est utilisé pour dominer les autres. Si je traite quelqu'un de junkie et de BS, mettons que je dis BS, ben, je ne pense pas à
Ah, il fait ici référence à une pauvre petite personne qui est en difficulté au point de vue économique. Si vous dites BS, vous voulez dominer l'individu, hein, ici à l'aide du langage. Hein. Donc, le langage n'est pas neutre non plus. Hein. Également, ben, dans le langage, il y a des niveaux de langage. Il y a le langage soutenu de Radio-Canada. Il y a le langage de ceux qui parlent de même. Ça, c'est quand je suis dans ma ligue de garage. Hein. Ben, on voit un peu qu'on a, encore une fois, différents niveaux de langage. Si le médecin vient vous opérer, donc un chirurgien dans ce cas-ci, il vous dit « Inquiète-toi pas, petit bonhomme, je m'en occupe, moi, de ton affaire qui gratte ton poumon. » Vous allez dire « Oh, tabarouette, il me semble qu'il y a un problème. Hein? Ça ne fonctionne absolument pas. » On voit un peu, encore une fois, le langage, hein, il porte des messages. Hein, donc, on a eu les symboles hein, et le langage comme premier élément de culture. Donc, on va aborder, c'est tous des termes qu'on va aborder au cours de la session. Maintenant, si je m'intéresse, si je m'intéresse maintenant aux valeurs et aux normes. Mais les valeurs et les normes, pour les distinguer, en fait, les valeurs, c'est les idéaux. Hein, qu'est-ce qui est valorisé socialement à l'intérieur d'une société? Hein? Ça veut dire que, ben, en fonction de ces valeurs-là qui sont partagées, on va juger ce qu'on a devant nous hein, comme étant plus ou moins conforme, plus ou moins souhaitable. Si, par exemple, on a des valeurs qui sont assez répandues au Québec, mais partout, sauf qu'on voit que les valeurs prennent des formes différentes selon les pays, bien, par exemple, la notion de respect, d'autonomie, de responsabilité, l'authenticité, ce sont tous des idéaux, hein, des principes moraux qui sont partagés à l'intérieur d'une société. Évidemment, on va voir dans les cours sur la diversité culturelle, mais toutes les sociétés vont codifier c'est quoi le respect, c'est quoi l'autonomie, c'est quoi l'authenticité, mais on ne va pas le codifier de la même manière. Hein. Rapidement, si on veut, dans certaines situations, on va dire « Ah, ils sont donc bien pas respectueux, ces gens-là », mais c'est simplement que le respect ne prend pas nécessairement la même forme. Hein. Donc, les valeurs, c'est vraiment les idéaux, tout ce qui est socialement valorisé à l'intérieur d'une société. Dans nos sociétés à nous, comme je vous disais, et même surtout dans l'intervention sociale, ben, on a des valeurs d'autonomie et de responsabilité individuelle qui sont particulièrement valorisées dans l'intervention. C'est souvent même en fonction de ces deux critères-là qu'on va voir que les comportements posent problème. En défaut d'autonomie, en défaut de responsabilité individuelle. Hein, c'est souvent ces deux critères-là qui posent problème et qui amène à l'idée « Ah, il faudrait peut-être une intervention auprès de ces individus. » Mais on va aborder quand même un cours directement conçu sur l'intervention sociale. Maintenant, les normes. Ben, c'est quoi les normes? C'est simplement des règles. Hein? Les règles sont plus ou moins formelles quand elles sont écrites dans un code de loi ou sinon sont informelles, si on veut, quand elles sont davantage, si on veut, dans l'ordre de l'interaction entre individus. Les normes, parce qu'on intériorise les normes, ben, ça va baliser à peu près comment on doit agir, comment on doit penser, comment on doit sentir dans telle ou telle situation. Le plus souvent, les normes vont se présenter sous la forme « tu dois » ou « tu ne dois pas agir comme ça dans telle ou telle situation. Hein? Par exemple, si vous voulez être respectueux, ici, valeur, ben, si vous vous présentez à un enterrement, vous vous habillez en noir et vous faites du moins semblant de pleurer un petit peu. Donc, on a les valeurs respect et ici, j'aurais la norme hein, qui serait ici ben, l'idée de comment s'habiller, comment agir concrètement dans un enterrement. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Ben, c'est parce que j'ai déjà été confronté à des enterrements où il y avait des gens qui faisaient des jokes en arrière des bancs de l'église. Est-ce que c'est socialement accepté faire ça? Je vous dis tout de suite, pour ceux qui se demandent la question, c'est pas vraiment valorisé dans nos sociétés. Ça a été considéré comme étant irrespectueux. Donc, la valeur respect, dans une situation comme un enterrement, demande certaines normes de s'habiller d'une telle manière et d'agir et de se comporter d'une manière particulière. Hein, donc, on a un peu ces éléments-là qui sont assez centraux pour ceux qui vont nous suivre au cours de la session. Hein. Parce qu'on va voir que c'est essentiellement en fonction des normes qu'on associe à ce qu'est être un individu ordinaire. Hein. Dans le fond, tout ce qui est non conforme, c'est directement votre champ de travail à vous, en éducation spécialisée. Vous n'êtes pas des gardiens de prison, c'est pas ça que je veux dire, mais quand même, votre fonction dans la société, c'est de s'intéresser aux individus qui sont considérés comme étant hors normes dans leur milieu culturel. Hein. Par exemple, des étudiants en difficulté qui n'ont pas la moyenne, hein, qui serait comme la norme à l'intérieur de l'école, ah ben, c'est ces individus-là qu'on doit s'intéresser.
des personnes plus ou moins âgées en déficit d'autonomie, ça devient notre population ici cible pour une intervention. Donc, voyez un peu l'idée. Tous ceux qui ont hors normes vont devenir les sujets de choix pour une intervention en éducation spécialisée, ce qui est absolument normal, qui est la même chose en psychologie, qui est la même chose également en travail social. Donc, c'est un peu ce qui nous intéresse, nous, dans ce cas-ci. Donc, j'avais mis quelques normes qui sont assez rigolotes quand même. Bon, j'avais déjà un peu évoqué ces éléments-là, mais sur l'hygiène corporelle, il n'y a pas de normes écrites. Vous devez prendre une douche à chaque jour, mais de manière informelle, on s'attend à ce que les individus en prennent à peu près une douche ou un bain à chaque jour. Ce sont des normes qui sont absolument informelles. Également, excusez-moi, Louis XIV, qui était quand même quelqu'un de la haute société, le roi de France, autour de 1600 environ, prenait environ 2 bains par année. Il n'était pas considéré comme étant quelqu'un qui avait un problème d'hygiène corporelle. Dans sa société, c'était absolument accepté. Pour la petite histoire, parce que vous n'avez pas pensé qu'à la Renaissance ou au Moyen-Âge, on était des gens dégueulasses, il y avait une théorie médicale qui disait que les maladies rentraient par les pores de la peau. Donc, si j'ai une petite couche de protection, ça me protège contre les maladies. Donc, je ne dois pas aller prendre des bains, aller prendre des douches et tout le temps, parce que ça enlève ma petite couche. Donc, je suis tout simplement vulnérable aux maladies. Il faut entendre, la médecine était un peu moins développée à l'époque qu'aujourd'hui. D'ailleurs, une époque particulièrement frappée par plusieurs épidémies. Donc, on a un peu cet élément-là, l'hygiène corporelle. On s'attend après à chaque jour ou des choses comme ça que les gens prennent une douche ou prennent un bain. Est-ce que peut-être même on se lave trop aujourd'hui? C'est quand même probable, mais au-delà de ça, les normes informelles veulent qu'on le fasse ou que sinon, on dise qu'on le fait à chaque jour. Ici, statistiquement, je ne pense pas que l'entièreté des individus le font à chaque jour, mais si je pose la question, on va avoir peur de la sanction sociale, qui ne prend pas de bain ou de douche à chaque jour? Et voilà, c'est un peu ce que je voulais démontrer. Même si on sait très bien que des fois, je vais peut-être sauter une petite journée parce que ça peut évidemment arriver. Donc, on a des normes informelles à ce niveau-là. Encore une fois, attendre en file d'attente, qui est très occidentale, l'idée de... je pense qu'il a fait des tests, ça prend environ 2 personnes qui attendent à côté d'une porte. En Occident, on va se mettre en file d'attente. Il y a cette espèce d'idée de se mettre en file indienne assez particulière. Donc, encore une fois, c'est une norme informelle. Au point de vue des normes morales, si je prends une norme formelle versus informelle, j'ai le code criminel, qui est des normes formelles, c'est écrit dans la loi, et de manière informelle, c'est quoi être honnête avec ses proches, l'idée de respecter les autres également. Encore une fois, ici, c'est davantage dans l'informel. Au point de vue esthétique, la même chose, les manières de s'habiller, la coiffure, les décorations, les canaux de beauté, qu'est-ce qui est considéré comme socialement beau à une époque, dans une société, excusez-moi, va varier évidemment d'une culture à l'autre et également d'une époque à l'autre. Je pense que je l'avais déjà dit au dernier cours, excusez-moi si je me redis, mais par rapport à ce qui s'était valorisé à la Renaissance, je pense que j'avais déjà évoqué au dernier cours, cette idée-là qu'à la Renaissance, 1600 environ, les femmes qui étaient bien en chair et le teint très, très pâle étaient particulièrement valorisées. Et à contrario, ceux qui étaient très maigres et très bronzés, ce n'est pas considéré comme étant des jolies femmes. Pourquoi? Si vous étiez mince et bronzé, c'est que vous étiez une paysanne. Vous travailliez dans les champs. Donc, on a encore une fois ici, la couleur de la peau était considérée comme étant un symbole associé à un certain prestige social. La même chose également avec les perruques. Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous portaient des perruques pour le plaisir, mais à l'époque, c'était encore une fois particulièrement valorisé. Même que plus vous aviez un statut social élevé, plus votre perruque devait être élevée. Et par exemple, Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI, personne ne pouvait avoir une perruque plus élevée qu'elle. Sinon, c'est quoi? C'est un affront. Tu essaies de me dire que tu as un statut social plus élevé que le mien. Et la légende veut que Marie-Antoinette, un beau jour, lors d'un bal, sa perruque aurait, comme on dit, pris en feu parce qu'elle était un petit peu trop proche d'un, excusez-moi, j'ai oublié le terme, d'un lustre. Dans ce temps-là, le lustre, évidemment, c'était des chandelles et ça prend en feu, des fois, c'est chose. Mais encore une fois, la même chose avec les vêtements. Vous avez remarqué, vous êtes à peu près tout mon âge ou peut-être un peu plus vieux, mais que les jeunes aujourd'hui ont des pantalons
particulièrement serrés. Moi, j'ai eu de la difficulté à m'habituer à ça, à avoir des pantalons un peu plus serrés, en ayant été éduqué comme un comment je peux me catégoriser sans nécessairement avoir un stigmate à vos yeux. Disons, on va dire, skater que j'ai jamais fait de skate. Je pense que ça se dit, ça. Eh bien, encore une fois, j'ai beaucoup de difficultés. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes commencent à vieillir d'une manière triste. Par exemple, ne mettent souvent plus de bas dans leurs souliers. Où sont passés les bas? C'est assez étonnant. Des pantalons avec l'eau dans la cave, comme on aurait dit à notre époque. Eh bien, on voit encore une fois que ça varie, encore une fois, d'une culture à l'autre et d'une époque à l'autre également. Hein? Donc, on est toujours ici dans les normes. Si j'avais d'autres normes peut-être à vous présenter, quelques exemples, hein, excusez-moi, pour partager. Les normes de bienséance, de savoir-vivre, par exemple, ou encore une fois, j'ai un peu évoqué lors des funérailles. Hein, on a, par exemple, des normes formelles sur comment, par exemple, agir avec, excusez-moi, par exemple, à l'expression des... Je pense que j'ai déjà présenté ce truc-là au dernier cours, mais, par exemple, normes formelles. On a une manière par laquelle on doit traiter les corps. Hein? On ne peut pas faire des outrages à des cadavres, c'est particulièrement codifié. Et de l'autre, comment agir concrètement lors des funérailles. Donc, revenons à cette idée-là centrale. On a des valeurs, les idéaux, les principes moraux et les normes, c'est des règles qui sont plus ou moins formalisées. Vous j'avais ça là, je pense que je l'avais déjà un peu évoqué. Le statut social et le rôle social. Statut social, c'est quelle est votre position dans la hiérarchie sociale? Et quand vous avez une position, bien, vous devez agir d'une certaine manière selon votre position dans la société. Donc, c'est ce qu'on appelle le rôle social. Donc, le statut social, c'est l'ensemble des droits et des obligations qui sont déterminés socialement en vertu des valeurs d'un ou d'un petit groupe donné. En gros, quel est votre statut social? C'est essentiellement où est votre position à l'intérieur d'une hiérarchie. Vous savez que les sociétés sont hiérarchisées, on n'est pas tous égaux, hein, malgré ce qu'on aimerait bien penser. On a donc certains statuts sociaux, hein, une position à l'intérieur de la société. Pendant longtemps, il y avait certains statuts sociaux qui sont plus valorisés que d'autres, encore aujourd'hui, mais pendant longtemps, par exemple, le rôle de père était considéré comme étant plus prestigieux que celui de mère. Il était plus socialement valorisé. Comment on peut le mesurer? Plus de pouvoir social, plus de pouvoir économique, plus de pouvoir politique également. Donc, statut social, c'est essentiellement, c'est quoi ta place à l'intérieur d'une société très hiérarchisée. Le rôle social, c'est concrètement comment tu dois agir en fonction de ton statut social. Je prends une société, disons, traditionnelle. Bien, la mère est un statut social de mère, et le rôle social, c'était assez simple, les tâches domestiques, l'éducation et le soin des enfants. Si je prends le statut social du père, c'était ici d'être le salarié pourvoyeur, d'avoir un emploi, de ramener de l'argent à la maison. Il n'y avait pas nécessairement de remise en question de cet ordre-là jusqu'à environ aux années 70. C'était pas compliqué. Vous aviez des enfants, vous étiez considéré comme un père ou une mère, et c'était associé à des tâches concrètes à faire au quotidien. Hein? Pour une mère, c'était s'occuper des enfants, s'occuper également du ménage au sens large, hein? Dans le sens de la maison au sens large. Et était considéré comme un mauvais père ou une mauvaise mère, quelqu'un qui n'accomplissait pas correctement son rôle social. Un père, par exemple, à l'époque, qui n'avait pas d'emploi, était considéré comme un mauvais père. Et parce qu'on les a bien intériorisés, ces rôles-là, bien souvent, dans les grands cas de dépression économique, hein, de crise économique, par exemple, on voyait que c'était énormément associé à l'alcoolisme chez les hommes, hein, qui sentaient qu'ils ne pouvaient plus accomplir le rôle social qu'il était théoriquement le leur. Ah, donc, ici, on a le statut social, où êtes-vous dans la société, et le rôle social, concrètement, comment devez-vous agir en fonction de votre statut social. Hein, donc, on a un peu ces deux termes-là qu'on va utiliser tout au long de la session. On va recommencer, voilà. Donc, statut et rôles sociaux. Trois petits éléments un peu en rafale. On a les rites, les traditions et les croyances. Les rites, c'est, par exemple, pour les plus âgés d'entre nous, c'est, par exemple, tout ce qui avait lieu, par exemple, aux rites religieux. Hein? C'est des gestes, des actions qui obéissent à des règles qui sont immuables. C'est-à-dire qu'en gros, les baptêmes, on les a toujours pratiqués plus ou moins de la même manière.
on a l'impression que si on prend un bébé, qu'on y met de l'eau qui a été bénite, c'est-à-dire, bien, il y a un individu qu'on dit, bah, OK, toi, tu représentes un petit peu Dieu sur terre, tu vas faire un signe de croix sur de l'eau. Cette eau-là devient spéciale dans l'esprit des fidèles. Et si tu prends de l'eau et tu fais un signe de croix, ah ben vois-tu, tu fais partie du groupe des catholiques. Et à la limite même, il va avoir une capacité d'avoir une protection pour ces individus-là. Donc, on a les rites. Les rites ont eu tendance à énormément disparaître dans notre époque, une époque qui est beaucoup moins religieuse qu'elle était auparavant. On a encore des rites de passage un peu dans nos sociétés. Passons notamment au rite de passage, le bal de finissant après le secondaire, où on passe vraiment l'idée de, bon, on devient un adulte. Pensez également au rite de passage qui peut représenter le fait d'aller faire un petit voyage en Europe en pack-sac. On part, on est des jeunes, puis on revient, on devient un peu adulte grâce à ce petit voyage-là. Également, le mariage, la naissance de l'enfant, par exemple, peuvent être également considérés comme des rites de passage. À l'époque, on avait des particulièrement plus ou moins rigolos. J'aimerais vous en présenter 3 petits rites de passage un peu particuliers. Mais celui-ci qui est assez typique, que vous avez sûrement déjà vu dans des émissions, ici, c'est à l'île de Pentecôte. Comment ça marche? Eh bien, c'est qu'un individu qui monte à travers une structure. Il doit se lancer en bas de la structure, attaché et retenu par des lianes. Et vous serez assez étonné si vous regardez les vidéos de ce truc-là. On passe vraiment proche de la terre. Hein? C'est pas, c'est comme tu passes quasiment proche de te casser le cou. Mais l'idée étant que dans ces rites-là, quand vous montez dans la structure, vous êtes encore un adolescent. Et une fois que vous êtes tombé en bas, vous êtes devenu un adulte. Et parfois même, vous allez voir des variantes de ça où on utilise également des symboles. Par exemple, une peau de lion qu'on va se mettre sur les épaules. Et on se dit, j'ai la force du lion qui m'accompagne. Donc, un rite de passage un petit peu particulier et rigolo. C'est juste des exemples parmi d'autres. Celui-ci également qui est assez moyen quand même. Ce qui peut vous sembler comme étant des petites mitaines de four, eh bien, c'est des gants qui sont tressés et à l'intérieur de ces gants, il y a plein de petites fourmis, des fourmis qu'on appelle des fourmis de feu, qui piquent et qui font particulièrement mal. Les enfants ont environ 5 à 6 ans, c'est une tribu en Amazonie qui fait ça, ils ont environ 5 à 6 ans quand on fait passer ce rite-là. Ils doivent les porter 2 fois, environ 6 minutes, et ne doivent pas pleurer. Donc, à ce moment-là, avant de faire la cérémonie, je suis considéré comme un enfant, et après, je suis considéré comme un homme. Et on a d'ailleurs, encore une fois, des symboles dans la mesure où on a des signes dans le visage qui représentent également quelque chose, au point de vue symbolique pour cette culture-là. Dernier truc ici, parce que souvent on parle des rites de passage pour les hommes, mais également des rites de passage un petit peu moyens pour les femmes des fois. J'ai oublié le nom de la communauté autochtone, mais je sais que ça m'appelle, c'était en Colombie-Britannique. Pour les femmes, lorsqu'elles avaient leurs règles, avant d'avoir leurs règles, elles étaient encore considérées comme de jeunes filles. Et le jour de leur première règle, on les amène dans la forêt très loin. Et tu dois retrouver ton chemin. C'est sympathique. À ce moment-là, on a un peu l'idée que si vous ne retrouvez pas votre chemin et que vous mourrez ou des choses comme ça, des accidents, ça arrive dans la forêt, à quelque part, vous n'étiez pas assez correct pour faire partie de la communauté. Mais si vous revenez en vie, vous faites partie intégrante de la communauté et vous êtes devenu une femme. Donc, on a un peu, encore une fois, ces rites de passage-là qui n'existent plus réellement dans nos sociétés d'aujourd'hui. Encore une fois, des éléments qui sont uniquement culturels. Je ne pense pas que les bébés naissants, tout ça, pensent nécessairement à ce type de rite de passage. Donc, on a vu un peu les rites de passage, à quoi ça peut ressembler, les rites en général. Également, les traditions. Les traditions, quelques exemples. Définition encore, un ensemble de manières de penser, de sentir qui est relatif au passé et qui est transmis d'une génération à l'autre. Par exemple, on peut dire, ça, c'est une manière traditionnelle d'envisager telle ou telle situation. Par exemple, la division des rôles associés aux hommes et aux femmes, qui est une tradition. Par exemple, on a aussi toutes les fêtes religieuses qui sont essentiellement traditionnelles. Pensez à Noël ou à Pâques, eh bien, les traditions changent avec le temps. Par exemple, j'imagine que vous fêtez encore sûrement peut-être un peu Pâques, un peu Noël.
Est-ce que vous allez tous assister à la messe de minuit, par exemple? Pas nécessairement, mais quand même si vous n'y allez plus à la messe de minuit, on voit un peu que c'est devenu d'une fête qui était profondément catholique, chrétienne au sens large, hein? Donc une fête chrétienne à une fête qui est davantage une fête de famille, où on se rassemble entre membres d'une même famille, et même pour les plus jeunes générations, on insiste moins sur la famille, par exemple, que sur les amis. Hein? Par exemple, le jour de l'an, qui est effectivement une fête davantage fêtée en amis. Donc, on a les traditions qui changent essentiellement avec le temps. La même chose avec Pâques. Avez-vous remarqué que le chocolat, ça n'a juste pas rapport avec Pâques et la résurrection de Jésus? C'est assez étonnant quand même comment c'est arrivé dans le passage. Est-ce qu'on n'a jamais pensé à avoir des croix en chocolat ou des clous en chocolat? Ça aurait quand même du sens hein, avec la crucifixion. Absolument pas. On voit que le sens a profondément changé. Hein? Donc, on est de un peu, puis même que vous demandez sûrement, comment ça que les lapins et les poussins sont arrivés où, eux autres, dans le portrait avec la résurrection de Jésus? Mais ça n'a pas nécessairement de sens. Eh bien, est-ce que les deux, c'est des anciennes fêtes qui étaient païennes, c'est-à-dire avant le christianisme? Par exemple, Pâques était longtemps considéré comme étant la fête, si on veut, de la fertilité. On va commencer à comprendre un petit peu pourquoi il y avait des poussins, pourquoi est-ce qu'il y avait des... dans le fond, c'est de la fertilité, de la naissance au sens large. Hein? Donc, on va dire, OK, peut-être les petits poussins, les petits oiseaux, les petits lapins, hein? On voit quand même le lien avec les lapins. Il y a quand même un certain lien. Par exemple, vous êtes sûrement demandé, mais pourquoi est-ce que c'est le 25 décembre, Noël? Ça ne me sert pas. Est-ce qu'on était là? Est-ce qu'on le savait vraiment? Des choses comme ça. Eh bien, ancienne fête païenne, encore une fois, c'était la fête où c'est la dernière journée de l'année où les jours, la durée du jour rapetisse. À partir de Noël, la longueur du jour allonge. Mais pas le 24 heures, hein, l'éclairage, si on veut, dans la journée, allonge. C'est une fête qui existait déjà, que l'on fêtait déjà, et on s'est dit, bon, c'est pas à peu près c'est quand que Jésus serait né. On va mettre ça le 25, ça va symboliser l'idée que, ah, vois-tu, Jésus naît, c'est le début de la lumière sur Terre qui a grandi, voyez-vous. Donc, on a encore une fois hein, des transformations profondes dans les différentes traditions. Même chose, je vais peut-être te demander, pourquoi est-ce que le 24 juin, on fait des feux? Ça n'a aucun sens, hein, faire des feux. Bien, c'est encore une fois une ancienne fête païenne qui est la plus longue journée de l'année. Hein, la journée où la luminosité est la plus longue dans l'année. Bien, on comprend un peu pourquoi est-ce qu'on fait des feux à ce moment-là. C'est donc une fête de la lumière essentiellement. Hein, donc, qui explique un peu cette idée-là. Donc, encore une fois, les traditions, hein, ici que ce soit des fêtes religieuses ou encore une fois des manières d'agir qui ont été fixées par la tradition, on voit que c'est passé de génération en génération, mais que ce n'est pas vrai que ça reste toujours pareil, ça se modifie malgré tout de génération en génération. Donc voilà pour pour les traditions. Et enfin, les croyances, bien, c'est dans l'ensemble des idées, des opinions, des valeurs qui sont considérées comme étant vraies ou possibles à l'intérieur d'un groupe. Les groupes partagent certaines croyances. Les groupes partagent, par exemple, on partage, nous, beaucoup l'idée hein, je vais juste faire les plus clichés un peu, là, par rapport aux croyances catholiques, l'idée qu'il y a un paradis et un enfer. L'idée, encore une fois, qu'on vit dans des sociétés justes. On va l'aborder dans nos cours, qu'on est dans une société méritocratique. En gros, les gens qui occupent des rôles disons, plus avantageux dans notre société, les occupent en raison uniquement de leur mérite personnel, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, parce que justement, ce sont des individus pas comme les autres qui ont certaines capacités. Ils méritent leur place, disons, si on veut, au soleil. Mais on va voir un peu plus tard dans nos cours que votre famille de naissance a énormément d'influence sur votre trajectoire possible. On joue comme ça, par exemple, au Monopoly, moi et vous. Je commence avec 5 000 en banque, vous commencez avec 10 je gagne, je me dis, mon Dieu, je suis donc bien bon au Monopoly. Il y a peut-être aussi la position de départ qui est énormément importante dans cet élément-là. Mais on partage dans nos sociétés, c'est très valorisé, le discours de la méritocratie. Hein, ça veut dire qu'on est tous égaux, tout le monde a une chance égale et on peut tous, selon notre travail personnel acharné, occuper toutes les positions possibles, même si on sait qu'objectivement, c'est concrètement, statistiquement, absolument faux, cet élément. Excusez-moi, je vais y mourir. On va le couper au montage. Petite gorgée avant de décéder devant chez vous. Voilà.
La COVID nous a donné beaucoup également de croyances de théories du complot. Est-ce que vous avez su apprécier les théories du complot? L'idée que la 5G donne la COVID. Eh bien, ici, on a un problème assez problématique ici, hein? C'est-à-dire qu'on a confondu une corrélation avec une logique de cause à effet. En gros, c'est arrivé en même temps, ça ne veut pas dire nécessairement qu'un est la cause de l'autre. Hein? Donc, on a eu ces croyances-là, hein, si on veut, avec la COVID, si on veut, qui était causée par c'est un complot des Chinois et tout ça. Donc, on a eu beaucoup de croyances comme ça qui ont été véhiculées un peu partout. Il y a les plus anciennes, un peu plus rigolotes quand même, l'idée que la Terre est plate, les croyances aux Illuminati, aux extraterrestres, des choses comme ça qui viennent nous visiter et qui viennent voler nos vaches. Une raison mystérieuse. D'ailleurs, ils volent beaucoup moins de vaches qu'auparavant, mais dans les années 80, ils volaient des vaches. On ne sait pas pourquoi ils volaient des vaches, mais il y avait vraiment cette idée-là assez particulière. Et juste pour la petite histoire, hein, comme ça, on est entre nous, là, on rigole, on s'amuse. Excusez-moi. Eh bien, savez-vous que l'expression soucoupe volante est une erreur, en fait, qui est une mauvaise, à quelque part, une traduction. C'est un type qui a vu des objets dans le ciel. Il dit aux journalistes, j'ai vu des objets qui se promenaient comme des soucoupes que tu lances sur l'eau. Tu sais, comme tu lances des pierres, puis ça fait des ricochets. Là. Tout. Il dit, ben, mon Dieu, j'ai vu quelque chose d'assez étonnant. Ça rebondissait comme ça. Et l'expression flying saucer, hein, de soucoupe volante, a été popularisée le lendemain. Et il y a un phénomène qui est assez fascinant, si on veut, au point de vue ici psychologique, c'est ce qu'on appelle la pareidolie. En gros, c'est quand vous voyez des nuages, puis vous voyez des dessins. C'est comme quand vous voyez des trucs, puis, mettons, vous voyez deux petits points, mettons, quand vous regardez votre prise électrique, vous dites, ah, il me semble que je vois un visage qui me fait sourire, un visage qui me fait un sourire. Eh bien, c'est l'idée que votre cerveau est, tous les cerveaux de tous les humains, hein, sont faits pour reconnaître des formes. Essentiellement, on essaie de donner un sens à ce qu'on voit. Puis ben, souvent, qu'est-ce qu'on constate, c'est que ben, quand les gens ne savent pas ce qu'ils voient, ils vont puiser dans l'imaginaire culturel de leur société. Et vous ne serez pas étonné d'apprendre que ben, on voit surtout des soucoupes volantes en Amérique du Nord et en Occident en général. En Afrique, on n'en voit pas tant que ça. En Amérique du Sud, on n'en voit pas tant que ça. Pourquoi? Ben parce que les explications, si on veut, viennent essentiellement de... On remplit les trous, excusez-moi, en fonction de ce qui est possible, qui est accessible dans notre culture. La même chose, par exemple, avec les enlèvements extraterrestres. Vous savez, vous voyez c'est tous les champs d'intérêt là, très sérieux. On avait un peu la même chose, hein, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, les gens voyaient essentiellement des anges et excusez-moi, des anges et des vampires, par exemple. Donc, on avait des anges autour de 1600 à peu près. Quand on se réveillait des fois la nuit, tout ça, hein, ils voyaient des anges au bout de leur lit. Ça a été transformé dans les années victoriennes 1880 par des vampires et aujourd'hui des extraterrestres. Hein? Mais ça a une explication assez simple qu'on appelle la paralysie du sommeil. En gros, vous vous réveillez, vos yeux sont ouverts et tout ça, vous êtes conscient, mais votre corps n'a pas reçu encore le message que vous ne dormez pas. Donc, vous êtes encore paralysé parce que sinon, quand vous rêvez, bien, vous donnez des coups de pied à tout le monde. C'est un peu embêtant pour la personne qui partage votre lit. Donc, le cerveau met le corps à off, si on veut. Dans ces cas-là, ça met le cerveau à moitié à on. Les gens font des hallucinations et comment ils vont les interpréter va dépendre de leur culture et de l'époque. Donc, on voit très bien qu'on a passé excusez-moi, OK, je ne mange plus d'arachide, c'est terminé. Dans les témoignages, où on voit que les mêmes explications, le même phénomène est expliqué différemment selon la culture des individus. Alors, donc, c'était ici pour les croyances. Très longue parenthèse, excusez-moi, là, mais je me suis dit que ça pourrait être sympathique. Donc, dans nos sociétés à nous, on va revenir quand même plus tard. J'étais-tu là? Ouais, j'en étais là. Enfin, après les croyances, hein, qui sont davantage, si on veut, moins scientifiques, hein, c'est juste des croyances en général, il y a également les idéologies. En gros, c'est un ensemble cohérent d'idées, de croyances, de normes, de valeurs qu'on accepte comme étant des évidences et qui vont interpréter le monde ou amener une transformation du monde. Les trois grandes idéologies qui ont été les nôtres au cours du dernier siècle, ça a été le communisme, le capitalisme et le nazisme. Chacune de ces idéologies-là tentait à expliquer le monde, pourquoi ça va bien, pourquoi ça va mal, qu'est-ce qu'il faut faire, évidemment, pour la suite des choses. Vous ne serez pas super étonné d'apprendre que le capitalisme a gagné, du moins contre le communisme, mais on a également cette idée-là de l'idéologie qu'on appelle néolibérale. On va y revenir dans la session.
Grosse emphase sur la liberté individuelle, volonté de réduire au maximum les contraintes de l'État pour laisser le plus de place aux individus. Beaucoup d'emphase sur la liberté, l'autonomie et la responsabilité individuelle, qui amène les individus à penser qu'ils sont des entrepreneurs d'eux-mêmes, qui doivent développer leur capital humain, qui doivent saisir les opportunités qui leur sont offertes. Et également, on a un peu l'envers de ça, mais c'est que quand vous ne réussissez pas, mais on a tendance à individualiser les problèmes sociaux, à dire que la pauvreté, l'exclusion sociale, ce n'est pas un problème social, mais c'est un problème individuel de personnes qui n'ont pas su, si on veut, maximiser son potentiel ou saisir les outils qui lui étaient offerts. Donc, on a ce langage-là qui a tendance à individualiser les problèmes sociaux et à surresponsabiliser les individus à la fois de leurs succès comme de leurs échecs. En gros, si tu as réussi, félicitations, tu dois être bon, tu dois être travaillant et tout ça, mais si tes choix quelque part, tu es coupable de ton propre malheur. Donc, on a davantage ces éléments-là qui sont très particuliers dans nos cultures. L'idée de l'American Dream, on part de rien, tout le monde part égal et on peut tous devenir des PDG de très grandes entreprises. On voit un peu que c'est essentiellement un mythe que l'on se raconte. Et enfin, en dernier tout, la production matérielle et artistique qu'on a un peu évoqué au début du cours. Et c'est ce qui vient plus spontanément, si on veut, dans la culture. Mais on voit un peu que c'est seulement un des éléments de la culture. Et même, on le voit dans l'architecture. Dans les années 70, c'était la grande mode du béton. On a du béton partout. Je pense que c'est déjà évoqué au dernier cours. Donc, du béton partout, on construit tous les bâtiments pareils. Et aujourd'hui, on est davantage, il faut des fenêtres, il faut du blanc, c'est minimaliste, il faut que la lumière traverse les espaces. Même qu'on voit que, selon les époques, notre manière de construire les choses varie énormément d'une culture à l'autre et d'une époque à l'autre également. Donc, tous les éléments que je vous ai présentés depuis tantôt, ce sont des éléments qu'on ne connaît absolument pas quand on est jeune. On doit les apprendre par la socialisation. Ça ne va pas de soi. On ne naît pas en sachant tous ces éléments-là. En sachant, par exemple, que telle couleur veut dire ceci, veut dire cela. Telle coupe de cheveux, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Tel type de vêtements, ça veut dire cela ou ceci, ou c'est plus approprié dans telle ou telle situation. Encore une fois, que tel mot employé dans telle situation est mal considéré, mais plutôt accepté dans tel autre type de situation. Ce sont tous des éléments propres à la culture. En voyant un peu tout le gros travail, si on veut, d'apprentissage que doivent subir les humains pour intérioriser tous ces éléments-là. Donc, éléments ici de culture. Bien, évidemment, vous vous demandez aussi pourquoi, on a un peu évoqué, mais excusez-moi. Oui, on va juste revenir un peu là-dessus. Trois grandes caractéristiques de la culture. Les éléments de la culture sont porteurs de sens. Ils ont une signification pour ceux qui partagent cette culture-là. Donc, les mots, les astres, les saisons, les drapeaux, les mots, les vêtements, les couleurs, les normes, les valeurs ont tout un sens pour les individus qui partagent cette culture-là. La culture rend également, comme on a dit un peu plus tôt, les collectivités distinctes les uns des autres. J'ai la culture, on a tendance que, toi, moi, je fais partie du nous, vous êtes dans le eux, on se distingue par notre culture, permet aux individus qui partagent la culture de se reconnaître entre eux. Pensez plutôt, comme je vous disais, aux gangs quand on était plus jeunes. Selon, par exemple, le style de musique ou de vêtements, on se reconnaît facilement comme étant membre d'une même culture, donc une fonction de reconnaissance entre nous. On se sait appartenir au même groupe et on se distingue également des autres en fonction de notre culture. Et enfin, dernière caractéristique de la culture, on ne naît pas comme étant des êtres culturels, ça se transmet par socialisation. C'est-à-dire qu'on va intérioriser quelque chose qu'on pourrait dire une boussole interne. On sait à peu près comment agir dans telle ou telle situation qui, au bout du processus, on considère que ça va de soi. On ne remet pas nécessairement en question tout ce que l'on fait au quotidien, nos manières de parler, d'agir, de penser, de ressentir. Ça va de soi. C'est absolument normal d'agir ainsi. Mais essentiellement, ce sont tous des éléments que l'on a intériorisés au cours de notre existence. Deux petits éléments, un dernier petit élément ici. Eh bien,
On a la notion, par exemple, de culture dominante. Culture dominante, c'est ce qui est majoritairement partagé à l'intérieur d'une même culture. Mais quand même, on n'est pas tous dans ce gros bassin-là culturel. Il y a également des petits univers sociaux qu'on va appeler ici des sous-cultures. Ça veut dire que on a des affinités, des manières de se représenter le monde qui sont un peu distincts, si on veut, de ceux de la société en général. Par exemple, on pourrait dire que, moi, par exemple, je joue dans une ligue de garage, on pourrait dire que les ligues de garage, c'est une sous-culture. Il y a des normes particulières, il y a des manières particulières d'agir dans ce monde-là. On a donc des petites sous-cultures comme ça. Vous avez tous, si on veut, vous êtes tous traversés par plein de sous-cultures, des petits milieux culturels qui se distinguent de la culture dominante. Par exemple, pensez à vos champs d'intérêt. Vous avez peut-être des groupes d'intérêt. C'est tous des petites cultures à ce moment-là, avec des normes, des valeurs qui sont propres, mais qui sont quand même liées à la culture dominante. Les contre-cultures, c'est des groupes culturels qui s'opposent à la culture dominante. Dans les années 60, les années 70, c'était les mouvements hippies ou les mouvements punk, ou encore une fois, il y a des mouvements avant-gardistes. Dans les années 90, les végétariens et les écologistes étaient considérés comme une contre-culture. On les représentait toujours d'une manière un peu étrange. Par exemple, au cinéma, les écologistes et les végétariens étaient habillés en lin, ils fumaient toujours de la drogue et des choses comme ça. On avait cette image très stéréotypée. Aujourd'hui, ça va de soi. La plupart des gens sont relativement écologistes. Au moins, ils font minimalement le recyclage. Je considère que ce n'est pas super sympathique de verser un bidon d'huile sur un arbre. C'est assez moyen quand même. Ou sur des canards. On ne fait pas ça, ces choses-là. On est minimalement un peu écologiste. Pourquoi? Cette contre-culture-là est devenue davantage absorbée par la culture dominante. Et enfin, on a les cultures déviantes. Qui sont ces gens-là? Eh bien, c'est des individus qui partagent des valeurs, des normes qui sont considérées comme étant contraires aux normes de la société. Le plus souvent, on pense justement aux groupes qui sont criminalisés. Je pense ici à la mafia, qui soit italienne, japonaise, russe, ukrainienne, albanaise. Donc, vous pouvez insérer la mafia qui vous intéresse. Les gangs de motards, les gangs de rue, ce sont tous des petites cultures, des petits univers qui ont leurs propres normes, qui ont leurs propres valeurs, leurs propres symboles également. Pensez aux gangs de rue avec toute la gestuelle, également l'ensemble des, par exemple, des couleurs de vêtements ou même les graffitis également. On voit que c'est une petite culture en soi, mais qui s'oppose, qui s'oppose pas, qui est jugée comme étant absolument contraire aux normes de la société. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant dans la mesure où les policiers peuvent suivre l'évolution des gangs, par exemple, en regardant aussi l'évolution des graffitis dans les quartiers, qui est vraiment un moyen de communication, de revendication de territoire entre les différents groupes. Et ça leur permet justement de dire « ça, c'est à moi, ça, c'est à moi », mais les forces policières ou les travailleurs sociaux peuvent, en décryptant le langage des graffitis, ce n'est pas juste des barbeaux, c'est aussi un mécanisme de communication. Donc, c'est quand même, encore une fois, assez particulier à ce niveau-là. Donc, j'ai dit beaucoup de choses sur la culture. Si vous voulez, j'aimerais ça prendre une petite pause d'environ 6 minutes. Je vais aller boire de l'eau, je vais aller faire tousser correctement parce que là, ça commence à être un peu difficile. Donc, on se fait une mini-pause de rien. Dans le fond, c'est une pause pipi, essentiellement. Tout le monde vieillit, donc on a toute une vessie un peu moins... voilà. Donc, une petite pause pipi de 5 minutes. Il est 20, on revient à 25. On fait un 40 minutes, pas mal max. Et après ça, on se revoit la semaine prochaine. Ça vous convient? Super. Donc, quittez pas, évidemment, juste vous mettre... voilà. Et on revient à 25. Good.